La dernière transmission de la 9e flotte remontait à 23 jours. Ce n'était pas un cri, ni même un message de détresse confus. C'était pire. Juste une voix brève et saccadée de l'amiral Crane, d'un calme absolu, disant « Nous entrons dans la porte de la Concorde. Le signal reprendra de l'autre côté. » Et puis plus rien. Pas de suivi, pas de télémétrie, pas de balise de bord. La porte de la Concorde resta froide. Sur Terre, ils ont prétendu qu'il s'agissait d'un retard technique. C'est ce que le gouvernement vous sert quand la vérité sent le sang. Mais des hommes comme moi, on a déjà vu ce silence. Ce n'est pas un retard. C'est le genre de silence qui s'installe sur un champ de bataille quand tout le monde est déjà mort. La 9e n'était pas une force d'intervention verte. Ils étaient le marteau dans la main de la Terre. 12 cuirassés, 82 destroyers, 2 groupes de porte-avions. Des hommes et des femmes qui avaient combattu pendant le siège de Titan et qui avaient survécu pour en boire. Les voir disparaître comme ça, ce n'est pas une escarmouche, c'est l'annihilation. J'étais en mission depuis 3 ans, assurant des liaisons de fret entre la Lune et la ceinture. J'avais fait mon temps au service de renseignement de la flotte, à l'époque où nous essayions encore de convaincre les colonies que nous formions une famille heureuse. Mais elles savaient toujours où me trouver. Un coup à mon écoutille, 2 hommes en simple manteau noir, et soudain, je me retrouvais assis dans un transport scellé en route vers le commandement orbital. Le directeur Havel n'a pas perdu de temps. Elle fit glisser une tablette sur le bureau, des images de la porte de Concorde prises lors d'une reconnaissance par sonde. Nul besoin d'être analyste pour voir la vérité. La porte était brûlée, piquée, avec des fragments de coque figés dans le vide environnant. Mais ce qui me nouait l'estomac, ce n'était pas l'épave. C'était le motif de brûlure. Ce n'était pas une bataille. C'était un tir d'exécution. Précis, chirurgical, destiné à anéantir. La 9e flotte n'a ignoré aucun ordre, dit Havel à voix basse. Ils ont suivi le protocole. Ils ont pénétré dans l'espace Concorde pour faire respecter l'ultimatum du Conseil. Voilà ce qu'ils ont obtenu. Je savais où elle me menait. Quelqu'un voulait me faire revenir dans le jeu. Quelqu'un voulait que la vérité éclate là où le Concorde la cachait. La vérité éclatait là où le Concorde l'avait frappée. Mais voilà le problème. L'ultimatum n'était pas un simple coup diplomatique. C'était une ligne tracée dans le sable par une planète qui saignait déjà depuis trop longtemps. Nous avions donné le choix au monde Concorde. Cesser leur expansion dans les zones de protectorat de sol ou subir de lourdes représailles militaires. Nous leur avions donné 30 jours pour décider, ils nous ont accordé le silence, et maintenant, apparemment, ils nous avaient offert un cimetière. Havel se pencha, sa voix devenant quelque chose que moi seul pouvais entendre, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Nous avons intercepté des conversations sur les canaux Concorde. Ils ne pensent pas que la 9e ait été perdue. Ils pensent que nous la cachons. Pourquoi cacherions-nous la perte de notre plus grande flotte ? Ai-je demandé. Elle m'a adressé ce sourire glacial et bureaucratique. Parce que si la nouvelle se répandait que la Concorde a anéanti notre groupe de guerre le plus puissant d'un seul coup, toute la sphère extérieure paniquerait. Les colonies se révolteraient. Et le Conseil, eh bien, le Conseil devrait faire quelque chose de radical. Quelque chose de radical ? J'avais déjà entendu cette expression. Cela signifiait généralement une guerre, le genre de guerre dont on ne revient pas. Havel me glissa une petite mallette noire. Tu franchis la porte, pas en tant que flotte, pas en tant qu'agent officiel. Tu trouves ce qui reste de la 9e, où tu rapportes la preuve qu'il n'y a plus rien à trouver. J'ai regardé la mallette. Elle était lourde. Je savais déjà ce qu'elle contenait. Une arme de poing de la flotte, des données chiffrées, probablement un faux paquet d'identité. Mais ce qui pesait plus que la mallette, c'était la question qu'elle ne posait pas à voix haute. Si je trouvais le 9e, reconnaîtrais-je seulement ce qu'il en restait ? J'ai accepté la mallette, et avec elle, le travail. Car au fond de moi, je savais déjà la vérité. L'ultimatum final de la Terre ne fut pas ignoré. Il reçut une réponse. Le Concorde venait de s'assurer que nous n'apprécierions pas la réponse, mais je devais quand même l'entendre moi-même, et j'ignorais qu'une fois cette porte franchie, je regretterais de ne pas être resté sur mon cargo rouillé, à déplacer des caisses de minerais et à faire semblant d'avoir oublié comment tuer. Le vaisseau qu'on m'avait donné n'était pas un navire de guerre. C'était là tout l'intérêt. C'était un vieux navire de recherche, le Mistral, démonté et rapiécé tant de fois qu'on aurait dit qu'il sortait tout droit d'une casse. 2 quartiers pour l'équipage, un pont principal, un réacteur si peu puissant qu'il sifflait à chaque effort. Les services de renseignement de la flotte
adore ce genre de navire. Assez petit pour se faufiler sans être balayé par le radar, assez laid pour que personne ne prenne la peine d'y regarder à deux fois. Mais ce qui la rendait si spéciale n'était pas visible. Sous sa coque se trouvait un treillis furtif, du genre réservé aux navires de reconnaissance des opérations secrètes. Si vous ne saviez pas exactement où regarder, le Mistral pouvait se garer à 10 clics de votre proue et vous jureriez qu'il n'était pas là. Je n'ai pas pu choisir mon équipage. Havel m'a tendu une liste. 3 noms, aucun visage, et une note indiquant qu'ils avaient été briefés. C'est le langage des services de renseignement. Ils en savent assez pour faire le travail, mais pas assez pour survivre à un débriefing si les choses tournent mal. La première était Juno Marks, une pilote renvoyée pour déshonneur après la course Scotty. Elle avait piloté des forceurs de blocus à travers des champs de mines, alors que la plupart des pilotes apprenaient encore à tenir fermement un manche. Le deuxième était Draven Holt, un spécialiste technique ayant passé plus de temps dans les cellules de la flotte que sur le registre des salaires. Bon avec les systèmes, mauvais avec l'autorité. Le dernier était Garrick Van, un artilleur sans armes, ancien marine, qui avait perdu son escouade pendant le siège de Titan et n'avait jamais vraiment réussi à s'en sortir. Quand je les ai rencontrés dans la baie d'amarrage, ils n'avaient pas l'air du genre d'équipage auquel on pourrait faire confiance pour rester en vie. Mais parfois, c'est exactement le genre d'équipage dont on a besoin. Ceux qui n'ont plus rien à perdre ont tendance à tenir le coup plus longtemps. Nous avons quitté Luna sous couvert d'une expédition de minerais prévue pour Callisto. Une fois l'orbite de Jupiter franchie, Juno a désactivé notre transpondeur et le Mistral est devenu un fantôme. Plus de communication, plus de balises, juste une ombre vide glissant vers la porte de la Concorde. La porte elle-même flottait dans l'obscurité entre les étoiles, telle une blessure dans l'espace. 2 croissants massifs d'alliage et de pierre, chacun de la taille d'une petite lune, se courbant l'un vers l'autre jusqu'à se toucher. Au milieu se trouvait le scintillement, l'horizon des événements du trou de verre, ondulant comme de l'huile sous la lumière des étoiles. Nous approchâmes lentement. Même de loin, on pouvait voir les cicatrices de ce qui l'avait frappé. Les croissants étaient noircis, piqués, et une section entière de l'anneau intérieur avait disparu. Arraché, net, comme si quelque chose l'avait creusé avec une lame. Draven se pencha sur la console des capteurs. C'était du tir de précision. Un canon électrique, à haut rendement. Pas le style Concorde. Ils n'ont pas besoin de canons électriques, dit Juno. Ils ont des faisceaux qui font ressembler les projectiles électriques à des cailloux. Alors qui diable, commença Draven, mais je l'interrompis. Peu importe qui, l'important est que la 9e ait réussi à passer avant que ça n'arrive. Garak était resté silencieux pendant toute la durée de l'approche, se contentant d'observer le scintillement. Il parla alors d'une voix basse et neutre. « Vous vous êtes déjà dit qu'il ne voulait peu être pas passé ?» Nous ne répondîmes pas, car nous l'avions tous fait. Le Mistral se rapprocha, notre réseau furtif absorbant la plupart de nos émissions. Je lançai la vieille séquence d'amarrage des archives de la flotte. Si les systèmes d'autodéfense du Concorde étaient toujours opérationnels, cela pourrait les convaincre que nous étions amis. Mais la porte ne répondit pas. Pas de ping, pas de scan, juste le scintillement froid qui attendait. Nous avons franchi l'horizon des événements et l'univers s'est retourné. Un saut de trou de verre, ce n'est pas comme la VTL. La VTL, on la ressent. Un nausée, un serrement de crâne, un léger goût de cuivre sur la langue. Un saut de porte, c'est pire. On a l'impression que quelque chose vous arrache de vos os, vous plie dans une forme à laquelle vous n'étiez pas destiné, puis vous remet en place. Quand le Mistral a tremblé dans l'espace réel, nous étions en territoire conquis. L'Astral a tremblé dans l'espace réel. Nous étions en territoire conquis. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les débris. Ni dispersés, ni à la dérive. Disposés. Des carcasses de vaisseaux, conquis et humains, flottaient selon des motifs. Certains étaient empilés en tours, d'autres s'étiraient en longues files comme des murs. Ce n'était pas aléatoire. C'était délibéré. Bon sang, souffla Junon. C'est un cimetière. Non, dit Garrick, en plissant les yeux. C'est un avertissement. Il avait raison. Nous avons dépassé un dreadnought détruit, de fabrication humaine. Les marquages de la flotte avaient brûlé. La coque était fendue en deux comme un chirurgien. Pas de marque d'explosion, pas d'éclat, juste ouverte. Draven lança des scans.
Pas de signature énergétique, pas de transpondeur. S'il y a des débris du 9e, ils sont froids. Continuez à chercher, dis-je. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans le champ de bataille. Le conquérant ne laisse pas de trophées comme ça. Ils sont efficaces. Ils détruisent, ils récupèrent, ils repartent. C'était différent. Comme si quelqu'un voulait ces vaisseaux ici, pourrissant dans le vide, à la vue de tous. Au bout d'une heure, nous l'avons trouvé. L'Avant-Garde. Navire amiral de la 9e flotte. Sa colonne vertébrale était brisée, la tour de commandement arrachée, la moitié de sa coque avait disparu, le reste dérivant en 2 morceaux déchiquetés, maintenus ensemble par la seule mémoire. J'étais déjà resté sur ce pont, des années auparavant, à boire le café amer de Crane pendant que nous discussions des cartes de déploiement. La voir ainsi, c'était comme entrer dans une pièce et trouver le corps d'un vieil ami étendu sur le sol. Juno ralentit le Mistral au ralenti, nous laissant dériver le long de l'épave. Aucun signe de vie. Aucune balise de détresse. Abordage, demanda Garrick. Abordage, confirmai-je. Abordage, confirmai-je. Nous enfilâmes nos combinaisons. Combinaison EVA de la flotte, blindage renforcé, oxygène scellé, bottes magnétiques capables de vous maintenir sur une coque en pleine tempête. Le Mistral a suivi la dérive du Vanguard et nous avons franchi la brèche. Le SAS était hors service. Nous avons traversé la trappe en fumée et sommes entrés. Les couloirs étaient sombres, silencieux. Les lampes de nos casques ont traversé la poussière flottant en apesanteur. Sauf que ce n'était pas de la poussière, c'était de la cendre. Pas de corps, pas un seul. Pas un seul morceau d'uniforme ou d'os. Juste de la cendre et de temps en temps, quelques morceaux d'équipement personnel fondus. Des plaques d'identité fondues en scorie, une arme de poing déformée en métal inutile. La voix de Draven s'est brisée dans les communications. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Pas de dégâts d'explosion, pas de combustion atmosphérique. Pas quoi, dit Garak. Qui? Nous avons atteint la passerelle. L'écran de vision avant avait disparu, arraché. Les consoles étaient souillées, les chaises à moitié fondues, et au centre du sol, profondément gravé dans le blindage, se trouvait un symbole, pas concorde, un cercle de lignes irrégulières, coupé par une seule entaille. Junon se pencha pour le scruter. Aucune correspondance dans les bases de données de la flotte ou des objets conquis, mais j'ai vu quelque chose de proche, dans les clans pirates de la bordure extérieure, symbole de prix. Garak se redressa. Prix? Prix où? Personne ne répondit, car le silence qui nous enveloppait ne ressemblait pas à la mort. On avait l'impression que quelque chose écoutait encore. De retour sur le Mistral, nous avons enregistré chaque scan, chaque image dans le cœur de données. Havel aurait voulu des preuves. Mais je m'en fichais désormais. Je voulais savoir qui avait fait ça et pourquoi ils avaient laissé l'avant-garde flotter ici comme un appât. Nous étions sur le point de démarrer lorsque notre alarme de proximité a hurlé. Quelque chose bougeait dans le champ de débris. Juno a éteint nos feux de navigation et nous a projetés dans l'ombre d'une frégate Concorde en ruine. Nous avons vu un vaisseau émerger, élégant, noir et incohérent. Pas de moteur visible, pas de couture dans la coque, juste une forme lisse glissant dans l'espace comme si elle n'avait pas besoin de propulsion. Il s'est arrêté à l'avant-garde. Pas d'amarrage, pas d'embarquement, juste de l'attente. Puis nos communications crépitèrent. Pas une diffusion publique, pas une fréquence de flotte. Pas une diffusion publique. Pas une fréquence de flotte. Directe, cryptée, dirigée vers nous. Une voix, calme et grave, masculine. Vous ne devriez pas être ici. Les articulations de Juno blanchirent sur les commandes. Il nous voit. La voix retentit. Partez, maintenant, ou vous les rejoindrez. Et comme ça, le vaisseau noir fit demi-tour et glissa à nouveau dans le champ d'épave, disparaissant sans laisser de traces. Aucun scanner ne le détecta. Aucune signature de lecteur, rien. Nous étions assis là, silencieux, à écouter notre propre respiration dans nos casques. J'avais déjà vu la peur. À la guerre, lors d'interrogatoires en coulisses, dans les yeux d'hommes qui savent à quelle seconde de mourir. Mais ce que j'ai vu dans les yeux de mon équipage, ce n'était pas la peur de mourir. C'était la peur d'être effacé. J'ai activé la navigation. Nous ne rentrons pas à la maison, pas encore. Garrick me fixait. Tu crois que poursuivre cette chose est une bonne idée?
Non, dis-je. Je pense que c'est la seule idée, parce que ce qui avait pris la 9e flotte n'avait pas été conquis. Et s'il ne l'avait pas été, alors l'ultimatum final de la Terre n'avait pas été simplement ignoré. Il avait été intercepté. Et quelque part, au-delà des épaves et du silence, quelqu'un détenait les réponses. Et peut être, juste peut être, les hommes disparus du 9e. La question était, jusqu'où devrions-nous aller pour les retrouver avant qu'ils ne décident de nous emmener aussi? Nous avons suivi le navire noir pendant 8 heures, ou du moins nous avons essayé. Il ne se déplaçait pas comme un navire. Un instant, il planait, l'instant d'après, il scintillait, se déformait, puis réapparaissait à des kilomètres de sa trajectoire, comme si le vide lui-même avait sauté. Notre réseau furtif nous empêchait de détecter les signaux standards, mais j'ignorais totalement si cette chose utilisait des capteurs standards. Pour autant que je sache, il pouvait sentir la chaleur de nos corps. Les mains de Juno étaient fermes sur les commandes, mais sa mâchoire était crispée. Il ne brûle pas de carburant, pas même le déplacement de masse d'une propulsion inertielle. Il se déplace, tout simplement, marmonna Draven depuis sa console. Alors, il ne fonctionne pas grâce à la physique, on comprend. Le champ d'épave s'éclaircit, laissant place à l'espace. Le vaisseau noir traça un angle aigu vers une zone sans étoiles au loin, un vide si absolu qu'il semblait dévorer la lumière des étoiles alentour. Mon instinct m'a dit ce que c'était avant que les capteurs ne confirment. Une deuxième porte, mais celle-ci ne ressemblait pas à la porte de la Concorde. Les croissants étaient différents, des courbes organiques, comme des os. Et le scintillement entre eux n'était pas argenté comme l'huile. Il était noir, pas seulement sombre, mais de ce noir qui donnait l'impression qu'il vous regardait. Le vaisseau noir ne ralentit pas. Il se faufila et disparut. Juno me regarda. On le suit? J'hésitais. L'entraînement de la flotte apprend à ne jamais foncer à l'aveugle dans la porte d'un ennemi. Mais l'entraînement de la flotte suppose aussi qu'on affronte un ennemi qu'on connaît. Ça, c'était autre chose. Emmenez-nous, dis-je. Le Mistral glissa vers la porte noire. Pas de ping de défense, pas de scan, pas de communication, juste le silence. Franchir l'horizon des événements était différent cette fois. Ce n'était pas la secousse d'un saut de porte classique. Il faisait froid, ni dans ma combinaison, ni dans ma peau, mais dans mes pensées, comme si quelqu'un avait tendu la main pour baisser la température de mon esprit. Lorsque l'obscurité nous a recrachés, nous étions dans un endroit qu'aucune carte du ciel n'avait jamais nommé. L'espace ici était dense. Je ne parle pas de physique, je veux dire qu'il était lourd, comme si chaque mouvement poussait contre quelque chose d'invisible. Autour de nous flottaient d'autres épaves, mais elles n'étaient ni humaines ni conquises. Les motifs étaient étranges, des formes et des angles qui donnaient envie de glisser sur eux. Certains semblaient vieux de plusieurs siècles, d'autres comme s'ils avaient été détruits la veille. Et au milieu de tout cela se trouvait une structure, si on peut dire. Elle était énorme, facilement de la taille d'une petite lune, et elle tournait lentement, mais pas sur une orbite que je pouvais cartographier. Elle était construite, ou avait poussé, dans un matériau noir comme le vaisseau que nous avions suivi, avec des flèches pointant dans toutes les directions. « Ce n'est pas une station, » murmura Draven. « C'est un nid. » Juno nous faisait dériver dans l'ombre d'un croiseur extraterrestre en panne. Contact, 3 vaisseaux, même modèle que le noir, se déplaçant en patrouille. Garrick vérifia le panneau d'armes, même si je lui avais dit qu'on ne tirait que pour mourir vite. Que diable garde-t-il? Je me posais la même question. Puis mes capteurs captèrent quelque chose, une faible balise, à fréquence humaine, enfouie au plus profond de la structure. Elle était faible, vacillante, mais c'était la nôtre. Le 9e, dis-je. Ou ce qu'il en reste. Juno ne demanda pas si nous allions y aller. Elle commença simplement à tracer la trajectoire de la dérive. Il nous faudrait 2 heures pour nous en approcher sans perdre notre discrétion, et même là, il nous faudrait nous accrocher à la coque extérieure et embarquer à pied. À mi-chemin, Garrick rompit le silence. « Tu as déjà pensé que ce n'était pas un sauvetage ?» Je lui ai jeté un coup d'œil. « Comment ça? Ils n'ont pas détruit l'avant-garde. Ils ne l'ont pas effacée du champ de bataille. Ils l'ont laissée là pour que quelqu'un la trouve. Pareil pour la balise. On ne les poursuit pas. Ils nous tirent vers l'intérieur. Je n'ai pas répondu, car il avait raison. Et le pire, j'allais quand même.
Quand nous avons enfin atteint la coque extérieure de la structure noire, c'était comme si nous nous tenions à côté d'une montagne d'obsidienne. Nos bottes magnétiques ont à peine collé, presque comme si le matériau résistait au contact. Nous avons brûlé une petite ouverture avec un cutter thermique, et dès qu'elle a cédé, j'ai su que nous n'étions ni dans un vaisseau ni dans une station. Nous étions à l'intérieur de quelque chose de vivant. Les murs pulsaient faiblement, un rythme lent comme une respiration. L'air, oui, il y avait de l'air, était froid et avait un goût métallique. Chaque son que nous émettions ne revenait qu'à un murmure décalé d'une fraction de seconde. Draven continuait à scanner, mais ses instruments étaient inutiles. Il n'y avait aucune donnée, aucune signature thermique, aucun champ électromagnétique. C'était comme si cet endroit n'existait pas, mais la balise était plus forte maintenant. Nous la suivions à travers des couloirs tortueux qui ne semblaient pas correspondre à la forme extérieure, comme si le lieu se réorganisait à mesure que nous avancions. Finalement, nous atteignîmes une chambre. Elle était vaste, et au centre était suspendue une cage de tissu noir. À l'intérieur, Gru, amiral Gru. Il flottait en apesanteur, les yeux clos, sans combinaison. Il était pâle, mais respirait. Autour de lui, d'autres silhouettes, uniformes de la flotte, armure conquise, corps extraterrestres que je ne reconnaissais pas, tous suspendus dans le même treillis noir. Aucun d'eux ne bougea. Garak fit un pas en avant. On le sort, maintenant. Dès que sa botte toucha le sol, les murs changèrent. Des formes surgirent de l'obscurité. Humanoïdes, mais fausses. Des membres trop longs. Des visages dissimulés sous des plaques noires. Des mouvements fluides comme du liquide. L'un d'eux parla, mais je ne distinguais pas de bouche. Tu as franchi la ligne entre les guerres. La voix n'était pas dans mes oreilles, elle était dans ma tête. Tu es venu chercher les perdus, continuait-il. Tu repartiras comme l'un d'eux. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas seulement un ennemi. C'était un collectionneur. Ce n'était pas seulement un ennemi. C'était un collectionneur. La 9e flotte n'avait pas été détruite. Ils avaient été pris. Et maintenant, nous faisions partie de la collection. Dès que cette voix s'est insinuée dans ma tête, mon instinct m'a crié de courir. Mais courir n'était pas envisageable. Le couloir que nous avions emprunté avait disparu, scellé par des murs noirs et lisses comme s'ils n'avaient jamais existé. Les formes se rapprochaient. Leurs pas étaient silencieux, mais je sentais les vibrations à travers le sol, profondes et régulières, comme le battement d'un cœur. Garak leva son fusil. « Non, dis-je sèchement. Il ne le baissa pas, mais cessa de viser. Je le voyais dans ses yeux. Son instinct de marin lui dictait de viser la menace la plus proche, mais même lui comprenait que des balles ici seraient aussi efficaces que de cracher dans un ouragan. La silhouette la plus proche inclina la tête vers moi. Pas d'yeux, pas de visage, mais je sentis son attention, une lourde pression derrière mon front. « Tu parles, dit-elle de la même voix intérieure. Tu commandes. Je jetai un coup d'œil à mon équipage. Je commande. Elle s'approcha, suffisamment près pour que je puisse voir que la surface de son armure n'était pas une armure du tout. Elle faisait partie de sa chair, noire, lisse, mais légèrement mouvant, comme s'il respirait à travers sa peau. « Tu viens du monde qui envoie des ultimatums, disait-il. Mon estomac se serra. Nous en avons donné un. Tu as répondu. La forme resta immobile un long moment. Puis, nous ne te répondîmes plus. Nous avons éliminé ceux qui mettraient fin au jeu trop tôt. Je. La voix de Junon se brisa dans les communications. La chose l'ignora. Votre espèce, et ceux que vous appelez les conquis, sont des joueurs. Nous sommes le plateau. Vous combattez à travers notre espace, croyant qu'il est vôtre. Mais chaque guerre, chaque flotte, chaque victoire nous nourrit. Garak murmura. Mais vous êtes quoi? Des parasites? La voix dans ma tête pulsait plus fort, plus froid. Pas de parasites. Conservateurs. Les guerres empêchent les forts de nourrir la complaisance. Les morts nourrissent les vivants. Les prisonniers nous nourrissent. Je pris une longue inspiration, m'efforçant de garder un ton neutre. Alors vous avez pris la 9e flotte pour entretenir la guerre? Pour maintenir l'équilibre? Corrigea Teil. Si votre espèce écrasait les vaincus, le jeu prendrait fin. Si les vaincus vous écrasaient, tout serait fini. Nous ne pouvons pas laisser l'échiquier se vider. Mon esprit tournait. Ce n'était pas une question de politique, de ressources ou de frontières. C'était une question de contrôle.
une troisième puissance se jouant de Dieu avec des civilisations entières, juste pour perpétuer sa petite expérience. « Libérez-les » dis-je. La tête du personnage s'inclina de nouveau, et pour la première fois, je ressentis une sorte d'amusement dans mon esprit. Ils font désormais partie de l'équilibre. Certains seront rendus, d'autres seront remodelés. Remodelés comment ? Demanda Draven, sans doute peu désireux de connaître la réponse. Les pensées de la silhouette se firent plus pressantes, au point de me troubler la vue. Et puis, non pas avec mes yeux, mais dans ma tête, j'ai vu des images de soldats d'une douzaine d'espèces, dépouillés de leurs souvenirs, transformés en quelque chose d'autre. Leurs corps se courbèrent en ces formes noires, leurs visages effacés. Je me suis repris et j'ai reculé d'un pas. Ils les ont transformés en d'autres. Les poings de Garak se sont serrés. Ils ne pouvaient pas faire ça à Crène. La silhouette s'est écartée, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle nous laissait partir. Mais la cage noire au centre de la chambre commença à bouger. Le treillis se déchira comme des fils de soie, et le corps de Crane flotta vers l'avant. Seulement, ce n'était plus Crane. Sa peau était pâle, mais parcourue de veines noires palpitant faiblement. Ses yeux s'ouvrirent, d'un noir pur, sans blanc, sans iris, et lorsque sa bouche bougea, la voix qui en sortit n'était pas la sienne. « Celui-ci est déjà choisi, » dit la silhouette. « Tu peux le ramener chez toi si tu supportes ce qu'il devient. » J'ai senti le piège se refermer. Si nous refusions, nous ne reverrions plus jamais Gru. Si nous acceptions, nous ramènerions un cheval de Troie directement sur terre. Junon chuchota par radio. « On l'attrape et on court. »« Tout de suite. »« Où courir ?» siffla Draven. « Tu as vu ce qu'il y avait dehors. 3 de leurs vaisseaux et une porte que nous ne contrôlons pas. » Garak s'en fichait. Il s'élança en avant, poussant en apesanteur vers Crâne. Les silhouettes ne bougèrent pas pour l'arrêter. Elles se contentèrent de « regarder ». Nous attachâmes Crâne au harnais de Garik et retournâmes vers l'endroit où se trouvait le couloir. Le mur trembla, et soudain, la voix s'ouvrit à nouveau. « Il nous laisse partir !» dit Junon, presque incrédule. « Non !» dis-je. « Il nous envoie. » Nous avancions rapidement, revenant sur nos pas à travers les couloirs tortueux. Chaque virage semblait anormal, comme si nous venions de passer, mais avec une apparence légèrement différente. Arrivé à la brèche par laquelle nous avions coupé pour entrer, j'avais perdu tout sens de l'orientation. Nous avions atteint la brèche. Nous avions coupé pour entrer. J'avais perdu tout sens de l'orientation. De retour sur le Mistral, nous avons placé Crane en sécurité dans l'infirmerie. Ses constantes étaient stables, trop stables. Aucune fluctuation de son rythme cardiaque, aucune anomalie de sa respiration. Comme une machine qui mesure le temps. « On le dort ?» demanda Draven. « Non, » dis-je. « On ne le touche pas avant d'être sorti d'ici. » Juno démarra les moteurs, nous gardant furtifs tandis que nous nous éloignions de la structure noire. Les 3 patrouilleurs ne bougèrent pas pour nous intercepter. Ils ne nous saluèrent même pas. C'était comme s'ils avaient déjà cessé de penser à nous. Lorsque nous avons atteint la porte noire, je m'attendais presque à ce qu'elle se referme, nous piégeant ici pour toujours. Mais ce ne fut pas le cas. Nous sommes retournés dans l'espace conquis sans une ondulation. Le champ de débris paraissait presque normal maintenant, si l'on ignorait que normal signifiait un cimetière flottant de toutes les grandes puissances de la région. Planifiant la route vers la porte conquise, Junjuno dit « Pas encore », lui répondis-je. « On ne peut pas emmener Crane directement sur Terre. »« Pourquoi pas ?» demanda Garak sèchement. « C'est exactement ce que Havel nous a envoyé chercher. » Je le regardais, puis je vis le visage toujours noirci de Crane sur l'infirmerie. Parce que quoi qu'il y ait en lui, ce n'est plus Crane. Et si on le ramène à la maison, on risque de transmettre ces choses-là. Pendant un long moment, personne ne dit rien. Puis Junon parla à voix basse. Alors, que faire? En vérité, je l'ignorais. Tout ce que je savais, c'était ceci. L'ultimatum final de la Terre n'avait pas été ignoré. On s'en moquait. Et maintenant, nous n'étions plus seulement en guerre contre les conquis, nous étions des pions dans un jeu auquel nous ignorions même jouer. Et au fond de moi, je savais que la vraie guerre n'avait même pas encore commencé. Nous n'avons pas dormi. Personne ne l'a dit à voix haute, mais la raison était évidente. Gru. Il était attaché au lit médicalisé, les poignets et les chevilles attachés,
Un moniteur de pouls branché sur lui. Les mesures n'avaient pas bougé une seule fois. Rythme cardiaque, 46. Respiration, stable. Température, 2 degrés de moins que la normale humaine. Pas assez pour le tuer. Juste assez pour nous rappeler que ce qui était en lui n'avait plus besoin que son corps fonctionne comme avant. Je me tenais sur le seuil, à l'observer, et pendant une seconde, j'ai cru que ses yeux étaient fermés. Puis ils se sont ouverts brusquement, d'un noir absolu, et se sont fixés sur moi. « Tu me ramènes chez moi », a-t-il dit. C'était sa voix, mais pas son ton. Crane avait toujours eu du grave dans son discours, ce grondement de commandant épuisé. C'était fluide, parfait, comme un enregistrement de quelque chose qui se faisait passer pour lui. Non, dis-je catégoriquement. Nous ne le sommes pas. Il ne broncha pas. On ne peut pas lutter contre l'inévitabilité. On ne peut pas lutter contre l'inévitabilité. Je suis entré dans la pièce. Je peux la retarder, et ça suffit. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. On t'a choisi pour une raison. Cela m'a figé net. Toi, quoi? Ta guerre? Ta flotte? Tes ultimatums? Ils sont bruyants, mais superficiels. Toi? Son regard se posa sur moi comme si j'étais pesé et mesuré. Tu t'adaptes. Ça te rend dangereux. Plus dangereux que votre conseil ne le pense. Je m'appuyais sur le lit de camp, assez près pour sentir la légère odeur métallique de son haleine. Vous avez eu tort de me prendre au sérieux. Non, dit-il doucement. Nous avons fait un investissement. Avant que je puisse répondre, la voix de Draven coupa les communications du cockpit. Nous avons de la compagnie. Je quittai l'infirmerie et le rejoignis. Juno réduisait déjà les gaz, les yeux rivés sur le radar. 3 bips, petits, rapides, arrivaient de l'extrémité du champ de débris. Conquis? Demandai-je. Ils ne diffusent pas de code conquis, dit Juno, mais ils suivent des schémas conquis. Peut être des pirates avec de la technologie volée. Garak s'attacha à la station d'armes. Si ce sont des pirates, ils vont le regretter. Pas de tir, sauf s'ils tirent les premiers, ordonnai-je. Les signaux se rapprochèrent rapidement. Trop vite. Je connaissais cette vitesse. Les intercepteurs de la flotte en étaient capables. Les frégates Concorde aussi. Des pirates? Aucune chance. Puis le com émit un signal sur un canal ouvert. Une voix de femme, sèche et aiguë. Vaisseau non identifié, coupez les moteurs et préparez-vous à l'abordage. Ce secteur est sous l'autorité de Concorde, murmura Juno. Génial. On survit aux collectionneurs extraterrestres juste pour se faire démanteler par Concorde. Coupez la propulsion principale, dis-je. Faites-nous paraître inoffensifs. Les vaisseaux Concorde apparurent, coque grise argentée, élancés, orientés pour la vitesse. Pas de sabord visible, mais je savais ce qu'ils cachaient sous le blindage. Un canot d'abordage se détacha du navire de tête et s'accrocha à notre sas grâce à une pince magnétique. Le sifflement de la pressurisation suivit, puis le bruit des bottes sur le pont. 4 soldats de Concorde entrèrent, fusils au poing. Leurs armures étaient impeccables, leurs mouvements précis. La femme devant n'était pas une soldate. Elle avait l'assurance d'un officier et un regard à couper le bordé de la coque. « Je suis le commandant Lorraine », dit-elle. « Exposez votre mission dans l'espace Concorde. Mission d'enquête, mentis-je sans hésitation. J'ai récupéré des débris près de la porte et je suis venu enquêter. » Son regard se posa sur les commandes du réseau furtif. Toujours active. Les navires d'enquête ne sont pas furtifs. Nous n'aimons pas être vus par les pirates. Elle n'avait pas l'air convaincue. Nous scannons votre vaisseau. Elle n'avait pas l'air convaincue. Nous scannons votre vaisseau. Elle se tourna vers l'un de ses soldats, qui se dirigea vers l'infirmerie. Arrêtez. Ma voix était plus aiguë que je ne le voulais. Vous ne voulez pas y aller. Sa tête s'inclina légèrement. Pourquoi pas? Parce que ce qu'il y a là, dedans, n'est pas encore votre problème. Et si vous ouvrez cette porte sans savoir à quoi vous avez affaire, cela deviendra votre problème. Cela a attiré son attention. Elle fit un geste, et le soldat se figea en plein milieu d'un pas. Explique-moi. J'ai pesé le pour et le contre. Mentir nous ferait fouiller. Dire la vérité pourrait nous faire perdre la vue. Finalement, dis-je, nous avons trouvé un survivant de la 9e flotte. Cela la fit cligner des yeux. Juste une fois. Impossible. La 9e flotte était perdue. Elle s'interrompit. Pour vaincre l'engagement, j'ai failli rire.
C'est la version officielle. Il n'était pas perdu pour toi, et tu le sais. Sa mâchoire se serra. Tu vas me livrer le survivant. Non, dis-je simplement. Le silence s'installa entre nous. Puis elle ajouta, si tu penses pouvoir nous arrêter, tu te trompes. Je n'ai pas besoin de t'arrêter, dis-je. Il faut juste que tu le prennes, et tu pourras ensuite expliquer à tes supérieurs pourquoi l'un de tes vaisseaux a disparu 3 heures plus tard, avec son équipage. Ses yeux scrutèrent les miens, et je pus le constater. Une lueur de doute, la certitude que je ne bluffais pas. Elle avait entendu les histoires, peu, être même vu les événements se produire. Des vaisseaux disparus sans laisser de traces, pas d'appel de détresse, pas d'épave. Finalement, dit-elle, vous quittez l'espace Concorde immédiatement. Si je revois votre vaisseau, je ne poserai pas de questions. Marché conclu. Elle fit demi-tour et ses soldats la suivirent. 2 minutes plus tard, les vaisseaux Concorde s'éloignèrent, nous laissant seuls. Juno expira. Ils l'ont cru? Non, dis-je. Ils ne voulaient simplement pas risquer de le découvrir. Garak me jeta un coup d'œil. On ne peut pas continuer à fuir éternellement. Je sais. Je me retournai vers l'infirmerie, où Crane gisait parfaitement immobile, les yeux à nouveau fermés, ce qui signifie qu'il faut choisir où se positionner. Le problème, c'est que je ne savais pas si cette position serait contre les conquis, les conservateurs ou notre propre gouvernement. Peut être les trois, et si Crane disait vrai en me considérant comme un investissement, alors il pariait déjà que je jouerais exactement comme il le voulait. La question est maintenant de savoir si je pourrais retourner la situation contre eux avant que le jeu ne nous engloutisse. Nous avons quitté l'espace conquis sans autre interférence, mais la tension à bord du Mistral ne s'est pas apaisée. Juno n'arrêtait pas de consulter les capteurs comme si elle s'attendait à une nouvelle série de bips à tout moment. Garak est resté attaché au siège d'armes même après notre arrivée dans l'espace lointain. Draven a à peine quitté l'infirmerie, même si je soupçonnais que ce n'était pas par inquiétude pour Crane. Plutôt l'inverse. 3 jours passèrent. Crane ne mangeait pas, ne buvait pas, ne dormait pas. Le moniteur restait le même. Des constantes mécaniques parfaites. Un jour, j'ai surpris Draven debout au-dessus de lui. Un scanner à la main, les sourcils froncés. Quelque chose? Ai-je demandé. Il a secoué la tête. Pas d'implant, pas de traceur, pas d'appareil. S'il y a de la technologie en lui, ce n'est pas une technologie que nous comprenons. Ce n'était pas rassurant. Au 4e jour, je savais que nous ne pouvions pas continuer à dériver. Havel s'attendrait à notre retour, mais je n'étais pas prêt à me rendre au poste de commandement orbital avec une arme en forme d'homme que je ne comprenais pas. J'ai donc mis le cap sur une zone morte. Un espace entre les routes des colonies où une station minière abandonnée flottait en orbite lente autour d'un rocher sans nom. La station était un vestige d'avant la première extension, la moitié de ses modules étant scellés, l'autre moitié contenant à peine de l'atmosphère. Mais elle possédait une chose dont nous avions besoin. L'isolation. Nous nous sommes amarrés sans incident. L'air intérieur était vicié, teinté de rouille et d'huile. Nos bottes claquaient sur des grilles qui n'avaient pas senti le moindre pas humain depuis des années. « Cet endroit me fait froid dans le dos », murmura Juno. « C'est le but, dis-je. Personne ne va trébucher ici. » Nous nous installâmes dans un espace central, avec 4 couloirs se ramifiant, chacun aboutissant à une cloison étanche. Le réseau électrique ronronnait faiblement, suffisant pour l'éclairage et les systèmes de base. Crane fut amené sous forte contrainte, son lit de camp attaché au pont. Garak se tenait au-dessus de lui comme un chien de garde, fusil à la main. « Et maintenant » demanda Draven. « Maintenant, j'ai dit, découvrons ce qu'il y a en lui. » Demanda-t-il. Maintenant, j'ai dit, découvrons ce qu'il y a en lui. C'était plus facile à dire qu'à faire. Tous les scanners standards que nous avons effectués étaient positifs. Aucune anomalie, hormis la pigmentation noire de ses yeux et les marques veineuses sous sa peau. Mais lorsque Draven a tenté une cartographie neuronale profonde, le système a planté. 2 fois, le système a planté. 2 fois. C'est comme si l'interface avait grillé, a-t-il dit, les yeux fixés sur la console morte. Je n'ai jamais vu ça arriver. La voix de Crane a traversé la pièce. Tu ne le trouveras pas en regardant. Je me suis tourné vers lui. Alors, où devrais-je chercher? À l'intérieur de toi-même, a-t-il dit. J'ai failli rire.
En toi, dit-il. J'ai failli rire. Pas d'humeur à énigme. Ce n'en est pas une, répondit-il. Ils t'ont choisi parce que tu peux les entendre le moment venu. Garak se pencha en avant. Entendre qui? Le regard de Crane se posa sur moi. Les conservateurs. Le mot me traversa l'esprit comme de l'eau glacée. Je me souvenais de la silhouette noire dans la chambre, de la pression dans ma tête lorsqu'elle parlait. « Tu dis qu'il me parle maintenant ?» demandai-je. « Pas encore, » dit Crane. « Mais bientôt, et quand ils le comprendront, tu comprendras l'équilibre. » Je m'approchai, baissant la voix pour qu'il soit le seul à entendre. « S'ils se servent de toi pour m'atteindre, ils ont fait une erreur. Je ne joue pas à leur jeu. » Ses lèvres esquissèrent à nouveau ce léger sourire déplacé. Tout le monde joue. Certains ne s'en rendent tout simplement pas compte. Cette nuit-là, si l'on peut appeler cela la nuit dans un endroit sans fenêtre, j'ai rêvé. Je me trouvais de nouveau dans la chambre noire, mais cette fois les cages s'étendaient à perte de vue, chacune contenant des soldats, des civils, des équipages entiers. Les silhouettes noires se déplaçaient entre elles, sans hâte, sans lenteur, juste inévitable. L'une d'elles s'arrêta devant moi. « Tu peux les libérer » disait-elle. « Comment » demandai-je. « En les remplaçant. » Je me suis réveillé les poings si serrés que mes paumes me faisaient mal. Nous avons passé 2 jours supplémentaires dans la station, à effectuer des tests, sans résultat. Puis, le 3e jour, les capteurs ont détecté un mouvement. Un seul vaisseau, en approche à faible vitesse. Ni conquis, ni flotte. Des pirates. On dirait une chasse au trésor, dit Juno depuis la console. Le vieux transporteur est désarmé, mais s'ils nous voient, ils appelleront des amis, conclut Garak. Nous avions 2 choix, démarrer et filer, au risque de nous exposer, ou rester dans l'obscurité et espérer qu'ils passent sans embarquer. Ils ne passent pas. Les alarmes d'amarrage retentirent. Quelqu'un ouvrait la trappe extérieure. « Position !» ordonnai-je. Nous nous séparâmes, Garak couvrant l'entrée principale, Juno et Draven prenant position sur les flancs derrière les caisses de stockage. Je restai près de Crane, arme au poing. La trappe s'ouvrit avec un bruit métallique, et 3 hommes en sortirent, armes au poing. Leurs armures étaient dépareillées, leurs visages à moitié cachés sous leurs casques. « Cet endroit est à nous maintenant, » dit le chef, « et tout ce qu'il contient. »« Retourne-toi » dit Garak d'un ton égal. « Éloigne-toi » Le pirate rit. « Ou quoi ? Tu… » Il ne termina pas sa phrase. Crane se retrouva soudain debout, les liens déchirés, pris au piège, renversés. Un instant, il était allongé là, l'instant d'après, il se retrouva face au pirate de tête. Sa main se referma sur la gorge de l'homme. La visière du casque du pirate vola en éclats, et il convulsa, suffocant. Des veines noires s'étendaient des doigts de Crane jusqu'à la peau de l'homme. Le 2e pirate tira, mais la balle ne ralentit même pas Crane. Il tourna la tête, les yeux vides, et le tireur se figea, lâchant son arme et griffant son propre casque, comme si quelque chose à l'intérieur le brûlait vif. Le 3e homme s'enfuit, choix judicieux. Quand ce fut fini, les 2 premiers pirates étaient à terre, le visage vidé de ses couleurs, les yeux aussi noirs que ceux de Crane. Ils respiraient, mais ne bougeaient pas. Crane se tourna vers moi. « Ils sont à moi maintenant. » Ma main se serra plus fort sur mon arme de poing. « Remets les liens. » Il pencha la tête. « Tu crois toujours avoir le contrôle ? » « Je tiens toujours l'arme, » dis-je. Il sourit. Pour l'instant. Les 2 pirates gisaient sur le pont comme des outils abandonnés, respirant mal. Leur poitrine se soulevait et s'abaissait trop lentement, leurs muscles flasques, leurs yeux toujours noirs comme l'espace. Mon instinct me disait qu'ils n'étaient pas inconscients. Ils écoutaient, mais pas nous. Garak s'avança vers eux, fusil prêt. « Tu veux que je les abatte ?»« Non, » dis-je. S'ils sont liés à lui, les tuer pourrait révéler à celui qui tire les ficelles où nous sommes exactement. Crane se tenait à quelques mètres de là, calme comme si de rien n'était. Ses mains pendaient le long de son corps, mais je ne pouvais m'empêcher de les imaginer écraser le casque du pirate comme si c'était du papier. « Des entraves, » lui dis-je. « Tu as vu ce que j'ai fait, » répondit-il. « Tu crois que ces sangles auront de l'importance ? Elles auront de l'importance pour moi. Tu crois que ces sangles auront de l'importance ? Elles auront de l'importance pour moi. » Un instant, j'ai cru qu'il refuserait. Puis, avec ce léger sourire moqueur, il s'est rassis sur le lit. « Si ça te met à l'aise ?» Draven l'a attaché.
cette fois en doublant les liens et en soudant les boucles. Crane n'a pas résisté. C'était pire que s'il l'avait fait. Nous avons traîné les 2 pirates dans un compartiment de stockage scellé et verrouillé l'écoutille. Le troisième, le coureur, hurlait probablement déjà nos coordonnées à qui voulait l'entendre, ce qui signifiait que nous avions un nouveau problème. Nous ne pouvions pas rester ici. Juna était déjà dans le cockpit quand je l'ai rejointe. Nous devons nous enfuir d'ici avant qu'un équipage plus nombreux n'arrive. Je donne 6 heures avant que quelqu'un ne vienne fouiner. Trace-nous une route, ai-je dit. Où ? A-t-elle demandé. C'était la question. On ne pouvait pas emmener Crane sur Terre. On ne pouvait pas le confier au Concorde. On ne pouvait pas le laisser flotter dans l'espace profond sans savoir si cela le tuerait ou le laisser dériver jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le récupère. Bordure extérieure, ai-je finalement dit. Il y a un poste d'écoute sur le bief de Sorin. Hors norme. Ni Fleet, ni Concorde. Si quelqu'un peut nous aider à découvrir ce qu'il y a en lui, ce sont eux. Juno m'a jeté un coup d'œil. Aidez-nous à découvrir ce qu'il y a en lui, ce sont eux. Juno m'a jeté un coup d'œil. Le bif est un trou noir pour les secrets. On y va. On n'en revient pas le même. J'ai repensé au sourire de Crane. On ne revient déjà plus pareil. On s'est désamarré dans l'heure. Les moteurs du Mistral ronronnaient tandis que nous quittions la station morte. Aucun signe de poursuite pour l'instant, mais mon instinct me disait que ça ne durerait pas. Pour le premier jour de voyage, Crane est resté silencieux. Il n'a pas dormi, n'a pas posé de questions, n'a même pas réagi quand nous sommes entrés en vitesse de surface. Le silence pesait sur l'équipage. Juno cessa de fredonner aux commandes. Draven vérifiait sans cesse le flux de l'infirmerie comme s'il s'attendait à la disparition de Crane. Garrick ne parlait presque pas, sauf quand je le surpris à marmonner dans le couloir. Le deuxième jour, je retrouvai Garrick dans la cuisine, les yeux rivés sur une tasse de café froid. « Tu es plus nerveux que d'habitude, dis-je. » Il ne me regarda pas. Je l'entendis. Cela me fit réfléchir. Gru ? Pas avec mes oreilles. Sa voix était basse, presque honteuse. Dans ma tête, comme cette chose dans la gare noire, l'espace d'une seconde, il me disait que je n'avais plus à avoir peur. Et toi ? Il leva les yeux, et je n'aimais pas ce que je lisais dans ses yeux. Pas de la peur, plutôt une tentation. Pendant cette seconde, je m'appuyais sur la table. « Tu l'entends encore, dis-moi. » Immédiatement. Il hocha la tête. Mais ça ne ressemblait pas à une promesse. Quand nous atteignîmes le bief de Sorin, je ne dormais plus d'1 heure d'affilée. La station surgit du vide comme un couteau tranchant. Moitié astéroïde, moitié construction, avec des flèches de métal perçant des angles impossibles. Pas de feu de position, pas de transpondeur. Soit on savait où elle était, soit on ne la trouvait jamais. Juno nous fit entrer dans l'une des baies d'amarrage, un emplacement étroit qui convenait à peine au Mistral. Les portes de la baie se refermèrent derrière nous, nous enfermant dans l'ombre. Puis un seul projecteur s'alluma, éclairant une grande silhouette vêtue d'un manteau usé. L'homme resta immobile jusqu'à ce que nous sortions du sas. Puis sa voix, rauque et amusée, résonna dans la baie. La dernière fois qu'un navire de la flotte a accosté ici, ils ont essayé de me tuer. Espérons que vous serez de meilleure compagnie. Je ne suis pas de la flotte, dis-je. Plus maintenant. Il m'a regardé, puis le reste de l'équipage, son regard s'attardant sur le brancard de l'infirmerie que nous avions sorti, la grue toujours attachée. C'est un problème, a-t-il dit. Vous ne savez même pas ce que c'est, ai-je répondu. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je sens le problème. Ce n'est pas le genre de problème qu'on sent, ai-je dit. Il m'a observé un instant, puis a indiqué d'un signe de tête un couloir sombre. Suivez-moi. L'intérieur du périmètre de Sorin ressemblait à un dédale de tunnels étroits serpentant entre des salles de technologie disparates. De vieux terminaux de flotte côtoyaient des équipements de communication Concorde, tous assemblés avec des câbles qui semblaient plus vieux que moi. L'air sentait l'ozone et le métal chaud. Il nous conduisit vers une salle éclairée par un unique anneau de lumière bleue au-dessus de nos têtes. « Mais là !» dit-il, en désignant une dalle au centre. Draven et Garrick déposèrent Crane, toujours attaché. L'homme se déplaça lentement autour de lui, enfonçant une paire de lunettes sur ses yeux. « Ce qu'il y a en lui n'est pas de la technologie, » murmura-t-il au bout d'un moment. « C'est plus vieux que quoi ?»
demandai-je. Plus vieux que la guerre, plus vieux que la flotte, plus vieux que nous ne pouvons le décrire. Il m'a regardé. Et ce n'est pas en lui, c'est autour de lui. J'ai froncé les sourcils. Explique-moi. Il n'est pas infecté, il est connecté, comme un nœud dans un réseau. Cette chose que tu appelles un conservateur, elle ne le contrôle pas comme on contrôle un drone. Elle est liée à lui, et à travers lui, elle est liée à toi. Mon estomac s'est glacé. Tu veux dire qu'il nous entend maintenant? Pas des mots, des pensées, des échos, des formes, mais si tu le gardes assez près de toi, il trouvera un moyen de te le faire entendre aussi. Mais si tu le gardes assez près de toi, il trouvera un moyen de te le faire entendre aussi. C'est déjà arrivé, marmonna Garak depuis le coin. La tête de l'homme se tourna brusquement vers lui. Alors tu as moins de temps que je ne le pensais. La voix de Crane s'insinua dans la pièce, calme et posée. Il a raison. Le temps presse. L'homme recula. Quoi que tu aies apporté ici, tu dois le retirer de mon poste. Tout de suite. Je regardais Crane. Il m'observait, sans ciller, attendant que j'agisse. On le laisse, dit l'homme. Prenez votre navire. Allez aussi loin que possible et priez pour que ce soit suffisant. Mais je savais que ce ne serait pas le cas, car si les conservateurs m'avaient choisi pour quelque chose, laisser Crane ici ne couperait pas le contact. Au contraire, cela pourrait les inciter à venir me voir, et j'avais le pressentiment qu'ils ne prendraient pas la peine de frapper à ma porte la prochaine fois. Les paroles du vieil homme flottaient dans l'air comme l'odeur d'ozone dans un réacteur à l'arrêt. Quitter Crane. Courir. Prier. Ça aurait été la bonne décision, le genre d'entraînement de choix qu'on apprend à la flotte. Minimiser les risques, limiter les pertes, vivre pour combattre un autre jour. Mais j'en avais assez vu pour savoir que fuir ne garantit pas la sécurité. Ça donne juste plus de temps à la chose qui te poursuit pour te rattraper. Courir ne t'assure pas la sécurité. Ça donne juste plus de temps à la chose qui te poursuit pour te rattraper. Non, dis-je finalement. La tête de l'homme s'inclina, la lueur bleue de l'anneau lumineux se reflétant dans ses lunettes. Non, on ne le laisse pas ici, dis-je, parce qu'il n'est plus question de pleurer. Il s'agit de ce qui se cache derrière lui. Et si on le largue et qu'on détale, ils nous trouveront quand même. Ou pire, ils trouveront la terre. Tu crois pouvoir les combattre? Sa voix n'était pas moqueuse, juste une certitude profonde. J'ai vu des colonies entières disparaître parce que quelqu'un pensait pouvoir les combattre. Je ne pense pas pouvoir les combattre, dis-je. Je crois que je peux casser le plateau sur lequel il joue. Cela a fait naître une lueur dans son expression. Peut être de la curiosité, peut être de la pitié. Crane a parlé depuis la dalle. Sa voix était aussi calme que si nous discussions de la météo. Tu ne peux pas casser le plateau. Tu es le plateau. Et nous savons déjà comment la partie se termine. Tu ne peux pas casser le plateau. Tu es le plateau. Et nous savons déjà comment la partie se termine. Je me suis approché. Alors dis-moi. Il esquissa à nouveau ce sourire faible et déplacé. Tu as gagné, mais ça n'aura aucune importance. Ce fut plus dur que je ne le souhaitais. Avant que je puisse répondre, les lumières de la station vacillèrent. Une vibration profonde parcourut le pont, non pas celle des moteurs, mais celle de l'espace lui-même. Le vieil homme tourna brusquement la tête vers le couloir. Ils sont là? La voix de Juno grésillait dans mon interphone. Capitaine, nous sommes en approche. 3 signatures, pas de transpondeur, pas de traces de route, ils viennent d'apparaître. Mon ventre se serra. Des vaisseaux noirs? Une, dit-il, et ils t'attendront dedans. Alors, on ne sort pas, dis-je. On passe. Il me fixa un instant, puis passa la main sous son manteau et en sortit une petite sphère, gris mat, avec de fines lignes gravées à sa surface. Tu as déjà vu une mine à effondrement gravitationnel? La flotte n'en utilise plus, dis-je. Parce qu'il fonctionne trop bien, répondit-il en me le mettant dans la main. Préparez-le pour la détonation. Et cette portion d'espace se replie sur elle-même pendant environ 3 secondes, le temps de briser une coque en molécules ou, si vous êtes rapide, de passer à côté d'un objet qui ne devrait pas être là. Je n'eus pas le temps de lui demander comment il en avait obtenu une. Les vibrations s'intensifièrent, comme un lent battement de cœur résonnant dans les entrailles de la station. Garrick s'avançait déjà vers Crane, vérifiant les attaches. Si on prend la fuite, je veux qu'il soit immobilisé. Crane n'a pas résisté, mais son regard m'a suivi tandis que je me tournais vers le quai d'amarrage.
Ils te laisseront partir, a-t-il dit, parce qu'ils veulent que tu me portes plus loin. Ils te laisseront partir, a-t-il dit, parce qu'ils veulent que tu me portes plus loin. Je ne répondis pas. Nous avançâmes rapidement. Le vieil homme prit la relève et nous guida à travers les puits de maintenance qui contournaient les couloirs principaux. Juno surveillait l'arrière, son regard scrutant chaque ombre. Les gémissements de la station s'amplifiaient à chaque seconde qui passait. Arrivés à la baie, je les ai aperçus. 3 silhouettes noires débarquaient d'un navire à quai, leurs mouvements fluides et réfléchis. Aucune arme visible. Mais mon instinct me disait qu'il n'en avait pas besoin. Le vieil homme m'a lancé un regard. À vos marques. J'ai actionné l'activateur de la mine et l'ai réglé sur 10 secondes. Allez-y. Nous sommes sortis de notre couverture et avons couru vers le Mistral. Les silhouettes ne bougèrent pas pour nous arrêter, se contentant de nous observer. Pire encore, le chronomètre de la mine atteignit 0 juste au moment où nous quittions la baie. Il n'y eut ni explosion, ni éclair, juste une courbure écœurante dans l'air, comme si la réalité elle-même se déformait. Les silhouettes noires vacillèrent, leurs formes se déformant et s'effondrant sur elles-mêmes avant de disparaître complètement. Juno claqua les coutilles du Mistral et Garak verrouilla les verrous. Sangle, hors de neige. Ça va être dur. Le vieil homme n'embarqua pas avec nous. Il se contenta de rester au bord de la baie, à observer. « Si vous réussissez à sortir, cria-t-il, tracez un chemin si large qu'ils ne pourront pas vous suivre. » Et puis nous sommes partis. Juno poussait les moteurs plus fort que je ne pensais que le Mistral pouvait le supporter. La station s'éloigna derrière nous, engloutie par l'obscurité. Pendant un bref et fragile instant, il ne resta plus que nous et le vide. Puis Krone parla depuis l'infirmerie. « Ils reviendront, sans aucun doute, dis-je. Ils viendront te chercher, continua-t-il, car tu es la pièce qu'ils doivent déplacer ensuite. Toi, continua-t-il, car tu es la pièce qu'ils doivent déplacer ensuite. Je me penchai dans l'embrasure de la porte, croisant son regard noir. Peut être, mais je ne joue pas ton jeu. Tu l'es déjà, dit-il. Dès que tu as franchi la première porte, tu étais à eux. Je ne le lui ai pas montré, mais ces mots m'ont transpercé le ventre comme une lame. Car au fond de moi, je me posais la même question depuis le champ de débris. La voix de Juno interrompit l'instant. On a un problème. Le FTL est instable. Cette mine a endommagé le noyau moteur. À quel point, demandai-je. Assez grave pour qu'à force, on risque de se déchirer. Je suis entré dans le cockpit, les yeux scrutant les affichages. Le moteur oscillait entre stable et critique, comme s'il hésitait entre continuer et s'arrêter complètement. On a 2 options, dit Juno. On boitille jusqu'au port sûr le plus proche, ce qui signifie se mettre en espace de flotte, ou on risque la frontière de Concorde et on prie pour qu'il soit encore assez furieux pour nous laisser tranquilles. L'espace de flotte signifie remettre Crane à Auvel, dit Garak derrière nous. Et vous savez ce qu'elle va faire, l'attacher à une table de labo jusqu'à ce qu'elle trouve comment l'utiliser. L'espace de Concorde signifie qu'ils nous feront une brèche à vue, rétorqua Juno. Ou, dit Draven, nous allons là où aucun des 2 camps ne veut aller. Je me tournai vers lui. Où est-ce? Il hésita. Il y a un système dans les profondeurs extérieures. Pas de flotte, pas de Concorde, pas de route commerciale. Il n'y a qu'une seule lune habitable, à peine. C'était un avant-poste de recherche avant la première extension. Puis ils se sont retirés et ont scellé les archives. Personne n'y va. Pourquoi pas? Demandai-je. Parce que, dit-il lentement, ceux qui le faisaient ne revenaient pas. Le silence s'installa dans le cockpit. La voix de Crane parvint de l'infirmerie, douce et assurée. C'est là que tu trouveras le cockpit. La voix de Crane parvint de l'infirmerie, douce et assurée. C'est là que tu trouveras la vérité. Je n'aimais pas ça, ce qui signifiait probablement qu'il avait raison. J'ai regardé Juno. Mets le cap sur les profondeurs extérieures, maintiens-le dans la sublumière jusqu'à la stabilisation du noyau, et veille à ce que tout soit dans l'obscurité. Elle hocha la tête, traçant déjà le vecteur. Alors que le Mistral s'orientait vers l'étendue noire des profondeurs extérieures, j'ai aperçu mon reflet dans le hublot. Mes yeux paraissaient plus vieux, plus durs, comme si j'avais porté un poids profondément ancré dans mes os, et dans le reflet, l'espace d'une seconde, j'ai cru apercevoir un léger cercle noir autour de mes iris. En clignant des yeux, il avait disparu. Le Mistral dérivait dans l'obscurité des profondeurs,
telle une feuille dans un océan sans fin. Pas de transpondeur, pas de balise, pas de communication. Juste le lent battement des moteurs en sous-lumière, le bourdonnement régulier des systèmes de survie et le bruit de mes pensées qui me rongeaient le crâne. Cela faisait 29 jours que nous avions quitté Sorin's Reach. 29 jours sans revoir un autre vaisseau, une autre station, une autre âme vivante en dehors de cet équipage. On aurait pu croire que l'isolement me rendrait nerveux. Au contraire, il me forçait à écouter, parce que le silence ici n'était pas vide. Parfois, quand j'étais dans ma couchette, les yeux fermés, j'entendais un léger murmure, comme si quelqu'un me parlait de l'autre côté d'une porte. J'entendais un léger murmure, comme si quelqu'un me parlait de l'autre côté d'une porte. Pas des mots, juste des formes, des suggestions, des pensées qui n'étaient pas les miennes, se glissant aux confins de mon esprit. Crane ne parlait plus beaucoup. Il était assis dans l'infirmerie, toujours retenu, les yeux fermés la plupart du temps, mais je savais qu'il ne dormait pas et je savais qu'il pouvait entendre la même chose. Je murmurais. Le 31 jour, la lune apparut sur l'écran. Elle flottait dans le noir comme une échymose, sa surface mêlant plaine rocheuse et traînée de glace blanche. Pas d'atmosphère à proprement parler, aucun signe de vie, du moins pas celui que nous reconnaîtrions. Mais les anciens registres de la flotte étaient clairs. Il y avait eu un avant-poste de recherche ici, bien avant mon époque. Et puis la nuit est tombée. Nous avons pris orbite. L'avant-poste était visible d'en haut. Un amas de dômes et de flèches à moitié enfouis dans la roche, reliés par des tunnels comme des veines. Certaines structures s'étaient effondrées, d'autres étaient encore debout, mais rien ne bougeait. Plus d'électricité, plus de chauffage. Juno me regarda depuis le siège du pilote. « On va vraiment faire ça ?»« On est allé trop loin, dis-je. » Garrick chargea son fusil sans un mot. Draven rangea les scanners encore fonctionnels. Nous laissâmes Crane à bord, sous haute surveillance et sous les mesures de sécurité improvisées de Garrick. Je n'avais pas confiance en le laissant sans surveillance, mais j'étais encore moins convaincu de l'emmener là, bas. L'air de l'avant-poste était vicié et froid. La poussière flottait dans la faible gravité, troublée par nos pas. Les lumières de nos casques perçaient l'obscurité, révélant des murs couverts de vieux marquages de flotte, décolorés et écaillés. « Cet endroit n'a pas été touché depuis des décennies, » dit Draven en scrutant un couloir. Mais il y avait quelque chose de résiduel, une trace électromagnétique, à basse fréquence, comme si tout l'endroit contenait une charge. Nous sommes allés plus en profondeur. Les premiers dômes étaient vides, stockage, baraquement, salle de contrôle, dénudés. Puis nous avons trouvé le laboratoire. Il était intact, scellé derrière une cloison qu'il nous a fallu tous les trois pour forcer. Il nous a fallu tous les trois pour la forcer. À l'intérieur, l'air était plus lourd, vicié mais intact. Des consoles s'alignaient au mur, leurs écrans sombres mais intacts. Au centre de la pièce se trouvait un cylindre de verre assez grand pour contenir une personne. Le verre était fissuré. Ce qui s'y trouvait avait disparu. Draven se dirigea vers la console la plus proche et en sortit une pile portable. L'écran s'alluma, affichant des parasites avant l'apparition du logo de la flotte, puis d'une série de fichiers. La plupart étaient corrompus, mais un seul s'ouvrit. Une entrée de journal, un flux vidéo d'un homme en uniforme de recherche de la flotte. Ses yeux étaient fatigués, sa voix basse. « Si vous voyez ceci, c'est que nous ne l'avons pas contenu. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil hors de l'écran. « L'entité que nous avons récupérée n'est pas une forme de vie au sens où nous l'entendons. C'est un réseau, un champ. Elle n'a pas besoin d'un corps, elle en utilise un. Et une fois qu'on en fait partie, on ne la quitte plus vraiment. » Il se pencha. Nous pensions pouvoir l'étudier. Nous avions tort. Elle nous a étudiés, nous a appris, et maintenant elle sait comment se développer davantage. Il y avait un bruit de fond, du métal qui se tordait, comme la coque d'un navire sous pression. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Ils sont là. Il tendit la main comme pour éteindre l'enregistreur, mais le son fut coupé avant que sa main ne l'atteigne. La voix de Juno parvint des communications du Mistral. « Capitaine, vous feriez mieux de remonter. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon estomac se serra. Qu'est-ce qu'il y a ? Dit-elle. Crane est réveillé, et il parle à quelqu'un. Nous avançâmes rapidement, revenant sur nos pas à travers l'avant-poste, la poussière s'élevant derrière nous. Le temps d'atteindre la navette et de décoller, je pouvais la voir. À la surface de la Lune, des ombres se déplaçant sur la glace, ni humaines ni conquises.
des formes noires et lisses, glissant comme de l'encre sur la pierre. Lorsque nous nous amarrâmes au Mistral, la porte de la baie médicale était ouverte. Les liens étaient au sol, transpercés. Crâne se tenait au centre de la pièce, les mains le long du corps, le regard noir et calme. « Ils savent que tu es là, » dit-il. J'ai levé mon arme. « Qui ? Tu le sais déjà ?» Il s'avança vers moi, lentement, délibérément. « Tu es parti à la recherche de réponses. Tu les as trouvées. Maintenant, tu en fais partie. » Garak s'interposa entre nous. Fusil levé. « Pas même si je te tire une balle dans la tête. » Crane ne le regarda même pas. Me tuer ne changera rien à ce qui s'est déjà passé. Et je savais qu'il avait raison. Car, du coin de l'œil, j'aperçus un mouvement, l'espace d'une seconde, un scintillement dans l'air, comme une chaleur sur le bitume. Puis il disparut. La voix de Juno provenait du cockpit. « Capitaine, on arrive. » « 6 navires. Pas de piste, juste ici. » Je n'ai pas eu besoin de demander de quelle couleur ils étaient. « Ils ne sont pas là pour lui, » dit Crane. « Ils sont là pour vous. » Quelque chose en moi se brisa alors, non pas de peur, mais de lucidité. Je me souvins des paroles du conservateur dans la chambre noire. « Vous êtes le conseil. » Et peut-être avait-il raison. Peut-être n'étais-je qu'un élément qu'ils avaient mis en place, mais certains éléments pouvaient encore en renverser d'autres. J'ai regardé Juno. « Mettez-nous en orbite. Maintenez le cœur chaud. S'ils nous suivent, je veux qu'ils soient proches. »« Proches » a-t-elle dit, les yeux plissés. « Tu prépares quelque chose ?»« Oui, » ai-je dit. « J'ai l'intention d'en emmener quelques-uns avec nous. » Les yeux de Draven s'écarquillèrent. « Tu parles de surcharger le moteur. Je parle de replier tout cet espace sur lui-même, » ai-je dit. « Même chose que la mine de Sorin's Reach, mais en plus gros. » Garak serra les dents. « Ça va nous tuer. »« Peut-être, » dis-je. « Mais si ça permet à la Terre de voir ce qui arrive, ça vaut le coup. » Crane sourit faiblement. « Tu crois que détruire le plateau mettra fin à la partie ? Ce ne sera pas le cas. Peut-être pas, dis-je, mais ça pourrait renverser la situation. » Les vaisseaux se rapprochaient, leurs silhouettes noires et élancées traçant l'obscurité comme des lames. Pas de sabord, pas de moteur visible, juste l'inévitable qui nous fonçait dessus. Je pris le siège du pilote. « Attachez vos ceintures », Juno me jeta un coup d'œil. « Tu fais vraiment ça ? » ?»« Je fais vraiment ça. » J'alimentais le cœur, regardant les valeurs grimper. La coque se mit à trembler, une vibration profonde parcourant chaque boulon et chaque joint. Les vaisseaux à l'extérieur resserrèrent leur formation, nous encerclant. Krone se tenait dans l'embrasure de la porte, calme, presque serein. « Quand le jeu redémarrera, dit-il, vous nous reverrez. » Le noyau a atteint un niveau critique. J'ai appuyé sur le déclencheur. Le monde s'est plié, la lumière s'est courbée, l'espace s'est déformé, et pendant 3 battements de cœur, il n'y eut que le noir. Quand ma vision s'est éclaircie, je flottais, ni dans le Mistral, ni à un endroit que je connaissais, juste flottant. Et au loin, des formes bougeaient, grandes, noires, observant. L'une d'elles s'est approchée, et j'ai entendu la voix dans ma tête.